Et nous allons passer à la dernière partie donc de cette soirée. Je voulais le faire debout, mais je crains que la technique m'abandonne. Donc je vais rester assis quand même pour vous présenter le rapport d'orientation 2019. Ça va être compliqué. Bon, 2019, deuxième année du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'année dernière, nous vous avions proposé un certain nombre d'orientations. Je vais d'abord vous dire où nous en sommes. Les 10 places de foyer de vie, c'est réalisé, on vous en a parlé. La réhabilitation du bâtiment, c'est en cours puisque nous en arrivons maintenant à la réhabilitation de la partie administrative. La construction d'un pavillon à Coutras, nous avons le permis de construire et nous devons attendre le dernier trimestre, mais on vient de recevoir une nouvelle favorable sur l'attribution, le déblocage des crédits auxquels nous pensions pouvoir recourir, le prêt pour le logement social. La rénovation, alors, l'adaptation du fonctionnement à l'IME, vous en avez entendu parler, c'est en cours, ce n'est pas terminé, mais c'est bien engagé. La rénovation de l'internat, vous avez vu quelques photographies. Nous souhaitons bien sûr arriver au terme de cette rénovation qui devrait s'étaler jusqu'à la fin de 2020, raisonnablement. La création d'un CESAT Pro, c'est fait. Les 8 places sont pratiquement occupées puisqu'on en est à 7 avec une prochaine rentrée au mois de septembre. Au niveau des établissements d'aide par le travail, la réorganisation de la gouvernance, c'est en cours. Et je peux vous annoncer dès aujourd'hui que nous venons de confirmer le recrutement d'un directeur du pôle travail. C'était le dernier poste qui était à pourvoir, qui devra prendre ses fonctions le 2 septembre normalement. L'adaptation des projets, bien sûr, on vous en a parlé tout à l'heure, c'est en cours. Quant à l'atelier vidéo, il est réalisé et il devient opérationnel. Le service d'accompagnement à la vie sociale, l'extension à 30 places refusée, j'ai évoqué le sujet tout à l'heure, et c'est vraiment quelque chose de dramatique parce que les besoins sont réels. On peut donner des listes de noms de personnes qui, pour pouvoir bénéficier d'une insertion dans le milieu ordinaire avec un appartement autonome dans le milieu libournais, en sont aujourd'hui privés par le fait que le département nous refuse cette extension à 30 places. Les projets pour 2019. Alors bien entendu, nous ne pouvons que poursuivre les actions qui étaient prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la création d'une unité spécialisée troubles du syndrome autistique à l'IME, la rédaction du projet d'établissement. Nous maintenons notre désir de créer un internat de week-end, même si pour l'instant, l'ARS, qui a trouvé le sujet intéressant, n'a pas voulu que nous le formalisions complètement dans le contrat pluriannuel, parce que ça supposait effectivement des crédits supplémentaires et que l'ARS ne voulait pas s'engager en nous donnant des crédits au-delà de ce que nous percevions jusqu'à présent. Au niveau des EAT, des établissements d'aide par le travail, avec l'arrivée donc du prochain directeur du pôle, la mise en œuvre de la nouvelle organisation, poursuite de l'adaptation du fonctionnement suite aux formations sur les logiciels Hermès, Arsène et compagnie, et nous avons l'obligation de réaliser des vestiaires pour les espaces verts à l'EAT de la Ballastière, parce qu'aujourd'hui, les équipes d'espaces verts ne bénéficient pas d'un local adapté avec des conditions de confort et d'hygiène suffisantes. Au niveau de l'hébergement, bien sûr, il faut que les travaux s'achèvent, mais nous devons surtout, je le disais aussi tout à l'heure, développer les solutions d'hébergement. Si nous engageons la construction d'un pavillon à Coutras, ce n'est pas une fin, c'est un début. Et nous devons trouver un maximum de solutions diverses pour proposer des hébergements à des personnes qui aujourd'hui en sont privées, soit parce que des personnes semi-autonomes ne bénéficient pas de l'accompagnement SAVS dont elles ont besoin, soit parce que ce sont des personnes âgées. J'avais dit l'année dernière que nous devions développer nos contacts avec les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, puisque ce sont aussi des personnes âgées dépendantes, et nous devons poursuivre dans cette voie. Alors nous avions engagé
un début de partenariat avec une association, mais il semble aujourd'hui que nous n'ayons pas choisi le bon cheval et qu'il vaut mieux que nous nous tournions vers d'autres associations gestionnaires d'EHPAD. Dans les projets à moyen terme, bien sûr, l'hébergement, je viens d'en parler, l'intermédiation locative, la création d'appartements, mais surtout, on va essayer d'interpeller le département à travers la MDPH et la CDA, la Maison départementale des personnes handicapées et la Commission des droits et d'autonomie des personnes handicapées, nous allons les interpeller parce que, alors que cela existe dans d'autres départements, notamment en Dordogne, nous ne pouvons pas aujourd'hui obtenir pour nos enfants une double orientation qui stipulerait établissement d'aide par le travail et foyer de vie. Or, nous connaissons un certain nombre de personnes qui n'ont pas l'autonomie suffisante ou les capacités suffisantes pour être hébergées en foyer d'hébergement, mais qui trouvent tout à fait leur place en établissement d'aide par le travail. Donc il faudrait que le département accepte de valider une orientation vers un établissement d'aide par le travail et vers un foyer de vie pour les temps non passés en EAT, ce qui permettrait à des personnes, et vous savez que c'est vraiment mon cheval de bataille, les plus déficitaires ou les plus vulnérables de bénéficier et d'un épanouissement en milieu à caractère professionnel, mais aussi d'un accompagnement quotidien en foyer de vie pour répondre à leurs incapacités. Alors au niveau du travail, un des projets qui a été bien expliqué au futur directeur du pôle de travail, c'est de réfléchir sur l'éventuelle création d'une entreprise adaptée. Nous accueillons aujourd'hui dans les établissements d'aide par le travail des personnes qui ne sont plus exactement ce qu'elles étaient lorsque les établissements ont été créés en 1973. Si alors nous accueillons exclusivement des personnes déficientes intellectuelles moyennes ou profondes, aujourd'hui nous accueillons des personnes qui, au-delà de leur déficit intellectuel, sont également porteuses d'un trouble d'ordre psychique, mais qui n'ont pas forcément le même niveau de déficience intellectuelle. La cohabitation entre les deux publics n'est pas toujours des plus simples, les uns ayant des performances supérieures, mais dans des conditions de continuité différentes, alors que les autres ont moins de capacité à réaliser des activités de type professionnel, mais sont par contre présentes en permanence. Donc il faut étudier une éventuelle entreprise adaptée qui permettrait d'orienter vers cette entreprise des personnes qui sont aujourd'hui capables d'aller vers l'insertion en milieu adapté ou en milieu ordinaire. C'est un vaste sujet. Les entreprises adaptées que nous connaissons ont des difficultés à équilibrer leurs résultats. Cela étant, ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir, car il s'agit là d'une amélioration des conditions d'accompagnement des personnes que nous accueillons aujourd'hui. Dans les projets au niveau du siège, nous devons poursuivre, même si nous avions recruté à temps partiel un technicien hygiène, qualité, santé, environnement, nous devons continuer dans ce sens, et c'est le sens de la réglementation qui nous est imposée, le déploiement de logiciels d'évaluation, de gestion du temps de travail, le recrutement d'un responsable administratif et financier, mais c'est fait, puisque je vous l'ai présenté tout à l'heure, ça c'était bien les projets 2019 et c'est réalisé. Au niveau de l'association, il faut, je l'avais dit l'an dernier, on n'a pas été très performant. Il faut encore développer la communication. Je crois qu'on n'échange pas assez. Et je me posais la question, au-delà du site, au-delà de la lettre mensuelle, ce que d'aucuns appellent une newsletter, je me demandais si on ne devrait pas créer, mais je vais y réfléchir, si vous en êtes d'accord, ce qu'on appelle un blog aujourd'hui, qui est un instrument interactif qui permet des échanges aller-retour entre
l'émetteur et le récepteur. Aujourd'hui, avec le site, il n'y a pas de gens, je n'ai pas, alors que la possibilité est donnée, je n'ai pas eu d'interrogation ou de remarques, je n'ai pas eu de contact avec les lecteurs. Je pense que peut-être que sous la forme d'un blog où c'est plus simple, demande de réponse, etc., on va voir dans quelle mesure ça pourrait faciliter la communication. On est à l'époque des réseaux sociaux, alors pourquoi ne pas rentrer dans un certain système coopératif ? Il nous faut bien sûr poursuivre les partenariats avec la page, avec les associations de structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec la PEI de Périgueux, avec l'ADAPI, bref, tous nos partenaires. Il n'y a pas de raison que nous ne poursuivions pas. Je voudrais conclure dans ce projet qui n'a rien de bien nouveau, en disant que, bien sûr, nous allons poursuivre tel que nous l'avons proposé dans le projet 2018-2022. Mais je ne peux pas conclure sans attirer votre attention sur les évolutions que préparent aujourd'hui les pouvoirs publics et évolutions qui pourraient avoir des conséquences négatives pour nos enfants. En premier lieu, je veux dénoncer ou au moins attirer l'attention sur toutes ces actions qui conduisent soi-disant vers une société inclusive. Alors pour les mineurs, on parle de pôle de compétences de prestations externalisées, on parle de pôle inclusif d'accompagnement localisé. On invente comme ça un tas de choses et toutes ces choses ont un seul but, c'est de dire que l'enfant doit aller chercher la réponse dont il a besoin là où cette réponse se trouve. Autrement dit, avec des partenaires multiples, les uns qui seront spécialisés dans un domaine, d'autres dans un autre, et aux enfants de faire leur marché chez un tas de prestataires. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure façon d'accompagner des enfants déficients intellectuels, moyens ou profonds, qui ont besoin, eux, de sécurité, de stabilité et de repères assez permanents. Alors ceci pour dire que, de la même manière, dans le secteur adulte, on voit se développer des plateformes d'insertion vers le milieu ordinaire, on nous incite à créer des entreprises adaptées, on nous incite à faire sortir des établissements d'aide par le travail des personnes pour qu'elles aillent dans des entreprises ordinaires. Pourquoi pas ? Mais ça ne peut se faire qu'à une condition, c'est que ces personnes, telles que c'est prévu dans la loi 2005, continuent à bénéficier de tout l'accompagnement qui est justifié par leurs besoins et qu'elles ne soient pas purement et simplement abandonnées dans un soi-disant milieu ordinaire exclusif qui, peu de temps après, deviendra sans doute exclusif, sinon discriminatoire. Donc c'est l'avenir de nos enfants qui en dépend. Et pour être efficace auprès des pouvoirs publics, la seule condition, c'est que vous, parents, vous soyez toujours mobilisés, que nous soyons le plus nombreux possible si nous voulons être véritablement représentatifs. Et vous savez comme moi que plus on est nombreux quand on crie, plus ça fait de bruit. Or, si on veut être entendu, un des dangers, je le disais tout à l'heure à Madame Bousselet, qui représente l'ADAPI ce soir, qui nous a fait l'honneur de venir assister à notre Assemblée Générale, et sa collègue qui est arrivée tout à l'heure, je ne veux pas oublier de la citer, Madame Barjou, je ne sais jamais, Bardou, voilà. Merci pour être là. Un autre danger, c'est, et je terminerai là-dessus, la mise en œuvre de ce qu'on appelle Séraphin personnes handicapées. Alors c'est un outil extraordinaire qui a pour but de permettre une allocation de ressources aux établissements et services pour l'accompagnement des personnes handicapées. Allocation de ressources, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va utiliser un certain nombre d'items pour évaluer la déficience ou la dépendance des personnes et comme on le fait pour les personnes âgées, à travers les groupes iso-ressources, J1, 2, 3 ou 4, on va essayer de déterminer des
des critères à partir desquels on dira que pour tel accompagnement, c'est tant d'euros, pour tel autre, c'est... Et sans garantie sur l'avenir et sur la pérennité de ces allocations. Or, comme je viens de le dire, de quoi ont besoin nos enfants? De stabilité, de sécurité. Je vois mal où est la sécurité dans une allocation parcellaire à travers une évaluation dont je crains bien qu'elle n'ait qu'une finalité, c'est de permettre aux tarificateurs de faire des économies sur les fonds publics. Alors, la qualité de l'accompagnement, la qualité de la vie de nos enfants, ce n'est pas une affaire d'argent. Elle n'a pas de prix. Comme la santé, le bonheur de vivre, lui, il n'a pas de prix. Et le gouvernement l'a bien, les pouvoirs publics précédents l'ont bien reconnu, puisqu'à travers un certain nombre de lois, il est bien dit que c'est la collectivité nationale qui doit compenser toutes les personnes handicapées à la hauteur de leurs besoins. Sur ces mots, je vous dis donc, soyons motivés, soyons solidaires, et alors on pourra imaginer demain que nos enfants ne voient pas une régression de la qualité de leur vie qu'ils ont aujourd'hui. Merci. Alors, bien entendu, toutes vos remarques, toutes vos propositions sont les bienvenues pour alimenter ce rapport d'orientation. Y a-t-il des choses que vous souhaitez inclure dans nos orientations? Ou supprimer? Ça serait dommage. Oui, j'ai juste une remarque. Vous parliez des objectifs pour l'IME, créer un groupe d'accompagnement spécialisé pour les personnes ayant... C'était dans le CEPOM. C'est ce qu'on a fait en faisant les groupes SEHA, en fait, ça correspond. Mais pour l'instant, il n'a pas été validé en tant que tel. Donc dans nos projets, il faut le faire reconnaître en tant que groupe spécialisé. Aujourd'hui, il n'a pas le label, en quelque sorte. Il l'a à l'intérieur de l'IME, mais il ne l'a pas auprès de l'ARS. Il faut que dans l'agrément, on puisse inclure la reconnaissance d'une unité spécialisée de ce type. D'ailleurs, Mme Necker de Barberac, qui a visité, a conseillé de passer le label en DO. Voilà. On en reparlera. Parce qu'on a déjà vécu ça avec la création de ce qu'on appelait une section spéciale à un moment donné, alors qui permettait effectivement de mieux prendre en compte les réponses à apporter à des enfants porteurs de troubles autistiques. Et à ce titre-là, nous avions pu bénéficier d'un poste 3/4 supplémentaire d'éducateurs spécialisés. Et puis, ce personnel complémentaire qui aurait dû apporter son concours à une équipe définie, en fait, il a été noyé dans la masse et absorbé par le personnel en général au sein de l'IME, sans création d'une véritable unité spécifique. Aujourd'hui, on revient vers là, mais il faut faire attention à ce que la création d'une cellule particulière n'ouvre pas le risque de recevoir un public au-delà de ce qu'on est capable d'accueillir si on modifie l'agrément de l'établissement. Donc il faut que ça soit un label à un moment donné, mais limité en quantité, de façon à ne pas prendre le risque de dénaturer l'IME qui deviendrait un établissement spécialisé pour accueil d'autistes, qu'on nous enverrait de partout. Donc voilà, il faut que ça soit inclus dans l'agrément. Alors vous êtes en pleine réflexion sur la réécriture du projet d'établissement. C'est un des morceaux de ce futur projet d'établissement, mais il faudra être prudent quant à la formalisation de la structure spéciale. D'autres suggestions, d'autres choses à ajouter, à supprimer, à modifier? Eh bien, s'il n'y en a pas, je vous propose d'adopter ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Eh bien, nous sommes rendus au bout de nos travaux. Je n'ai plus qu'à vous inviter à partager un moment convivial autour d'une table avec quelques boissons rafraîchissantes et quelques matières solides. Merci à tous.